la tonne de matériel qu'on a. Et c'est moi qui m'intègre tous les jours. Chacun son rôle. Non, ce rôle-là, demain c'est lui qui va passer ici. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. On n'a pas eu le temps de faire connaissance entre mesdames. Oui, on aura. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Que vous avez découvert. Ivoire TV. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Bonjour, où que vous vous trouvez. Nous émettons depuis New York, il y a encore jour ici, donc je peux me permettre de dire bonjour. Mais les dames que j'ai avec moi sont de l'autre côté de la mer Méditerranéenne. Elles sont toutes en Europe, donc bonsoir à vous. Bonsoir mesdames, bonsoir. Merci d'être sur Ivoire TV, comme j'ai l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations. Aujourd'hui, de manière très particulière, nous avons 3 dames avec nous pour parler de la Côte d'Ivoire et comme on a l'habitude de dire, ce que femme veut, Dieu veut. Bonsoir mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Nous allons commencer avec Madame Manif Traoré. Madame Manif Traoré, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comment allez-vous? Comment va la famille? Merci à vous, la famille va bien. Donc voilà, c'est Mani Traoré. Je vis en Suisse et je suis sympathisante RHDP, surtout empreinte des idéologies du président Alassane Ouattara. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, Madame Manif Traoré. Bien sûr, avec vous, nous avons Madame Kossa Marie. Madame Kossa Marie, bonsoir. Comment allez-vous? Pour vous présenter, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Marie Kossa. Je vis également en Suisse. Je suis membre fondatrice d'un mouvement politique, le Verger de la démocratie. Et mon idéologie, c'est socio-démocrate. Je suis centriste. Voilà, merci beaucoup, Madame Kossa. Madame Do Gisèle, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Gisèle Do, je vis aux Pays-Bas, précisément à Tilburg dans le sud. Et je suis citoyenne ivoirienne qui veut juste faire entendre sa voix. Donc, sympathisante d'aucun parti. Sympathisante d'aucun parti. Merci bien, madame. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vrai que toute élection en Côte d'Ivoire, en Afrique, la Côte d'Ivoire ne fait pas une particularité. Toute élection en Afrique engage toujours certains bras de fer, des divergences de points de vue, et des fois le ton hausse, et c'est ce que nous rencontrons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais à la fin de tout ça, en tant que fils d'un même pays, nous sommes obligés de nous asseoir et puis de discuter. Alors, Madame Manif, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est le décryptage de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir un peu sur les élections. Alors, de manière grosso modo, est-ce que vous pouvez nous faire un peu, survoler un peu les élections qui se sont passées en Côte d'Ivoire pour que voilà, nous arrivions certainement à comment consolider la cohésion sociale? D'accord. Merci de me donner la parole sur justement ce décryptage sociopolitique, en tout cas surtout sur les élections qui se sont déroulées très récemment. Voilà, moi, j'ai voté en Suisse, hein, donc en tant que, quand on parle de démocratie, ben, on va dire que ça implique aussi cette action-là, on va dire, de faire son devoir
son devoir qui est aussi un droit donc de vote. Donc, moi, j'ai été à Berne, donc aller voter comme partout, on va dire, où se trouvaient les Ivoiriens, où les Ivoiriens sont partis voter. Nous, on a vu sur on va dire, par rapport à la technologie, sur les réseaux, comment Paris s'est levé en masse pour aller voter, comment Abidjan aussi, dans certaines régions, les gens se sont levés en masse pour aller voter. Donc, nous, on a salué ça. Nous, on a été aussi les personnes, en tout cas, qui ont décidé de suivre cette voie démocratique, qui se sont acheminés du côté de Berne pour voter au niveau de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse. Ben, ils sont allés faire leur devoir de citoyens comme moi-même et ma sœur et d'autres amis, d'autres compatriotes. Donc, ça s'est bien passé à notre niveau. On a eu juste à ce moment-là on va dire d'autres Ivoiriens qui sont venus aussi faire entendre leur voix du non au vote, qui ont manifesté tranquillement là. Il n'y a pas eu de grabuge, tout s'est bien passé. Voilà. Donc, après, on a un peu sondé un peu ce qui se passait en Côte d'Ivoire. D'autres ont été empêchés justement de faire ce devoir de citoyen qu'on a quand même déploré. À part cela, je trouve que dans l'ensemble, les votes, ceux qui ont voulu passer, ceux qui ont voulu faire leur devoir de citoyen sont allés le faire. D'autres membres n'ont pas eu la chance puisqu'ils ont été empêchés. On a vu une dame même sur les réseaux pleurer parce qu'on ne lui a pas laissé la chance d'aller voter. Donc, ce qui est déplorable. Tout, on peut dire globalement, tout s'est bien passé. On a vu les résultats. Le président Alassane Ouattara a été élu. Donc, on va dire même à 54%. Hein. Donc, nous, on était contents de ça. Moi, je dis 54%, c'est 53 et 90%, mais nous, on était vraiment contents de ce suffrage. On était contents, en tout cas, du fait que ce soit passé tranquillement. Voilà. Je crois qu'il y a un deuxième téléphone qui est... Il y a un retour, là. Je me suis entendu. Ouais. OK. Ah, d'accord. Voilà. Donc, dans l'ensemble, ce que je peux dire sur les élections qui sont passées, ben, c'est brièvement ça. Pour moi, dans l'ensemble, c'était bien parce qu'on était content que ça se passe, en tout cas dans le maximum de régions. Et puis, quand on savait qu'en face de nous, on avait des personnes qui n'aspiraient pas justement à aller faire leur devoir de citoyen. Bon, pourtant, ils réclament aussi la démocratie. Voilà, on n'a pas tout compris, mais bon, voilà. Non, j'ai fini là. Je peux y aller. Merci. Voilà, Madame Kossa, vous êtes responsable, présidente fondatrice d'un mouvement, le Verger de la démocratie. Je voudrais demander à votre panéliste si, et avec leur permission, je peux vous donner certainement 1 minute, voilà, pour présenter votre mouvement. Et puis, les autres 3 minutes, c'est pour répondre, pour faire un survol des élections dernières en Côte d'Ivoire. Donc, en 1 minute, est-ce que vous pouvez nous présenter votre institution? Et puis, vous allez prendre le même nombre de temps que Madame Manif Traoré pour répondre à la question. OK. Merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer aujourd'hui, comme j'en ai fait ailleurs, sur votre antenne. En effet, le mouvement Le Verger de la démocratie, nous l'avons mis en place suite à un constat qui a été fait. Nous ne nous sommes pas retrouvés foncièrement dans les 3 vieux partis qui sont le PDCI, le FPI et le RDR. Du coup, il y a certaines idées qui nous sied dans chacun de ces partis, mais nous n'avons pas désiré nous impliquer dans ces partis qui, depuis 30-40 ans, ne font que se chamailler, ne font que poser des difficultés à la démocratie en Côte d'Ivoire, et nous avons voulu nous mettre hors de ces partis pour pouvoir nous faire entendre. Voilà pourquoi nous avons créé le Verger de la démocratie. Et le verger allez-y. Qui dit verger parle d'une implantation. Vous savez, un verger dans lequel on plante pour ne pas faire ne pas me répéter, mais quand on plante un arbre dans le verger, en l'arrosant, en le nourrissant de bons nutriments, il produit des fruits qui sont agréables. Et donc, nous voulons implanter la démocratie dans ce verger-là, avec les principes et les valeurs
pour qu'on puisse avancer. Merci beaucoup, Mme Kossa. Est-ce que vous pouvez maintenant répondre sur la question? On fait un survol des élections passées. Alors, si vous voulez, les élections passées, je n'y ai pas participé. Je n'y ai pas participé parce que il y avait pas, les ingrédients n'étaient pas réunis pour qu'on puisse aller aux élections. Laissez-moi vous lire une phrase de Shimon Peres qui a essayé de reconstruire la démocratie, la confiance entre les Israéliens et les Palestiniens avec l'OLP à l'époque. Il dit ceci: ce qui est passé, ce qui est fait est fait. Nous ne pouvons changer le passé. Mais quand les circonstances s'y prêtent, si bien et quand les enjeux sont de cette importance, c'est le moment d'oublier le passé pour s'occuper du présent. Quel était le passé pour la Côte d'Ivoire et quel est le présent aujourd'hui? La question, je la laisse en suspens. Voilà, je pense que c'est une question qui nous interpelle tous. Tout à l'heure, nous aurons le temps de développer un peu cette question, qui fait partie d'ailleurs de mon conducteur aujourd'hui. Voilà, Madame Do, vous êtes citoyenne américaine, vous vivez en Hollande. Oh là là, je suis désolé. Vous êtes citoyenne ivoirienne. Voilà. Vous savez, c'est un lapsus, ça m'arrive des fois. Bon, je suis ici à New York, donc parfois je dis américain, américaine et tout ça. Désolé, c'est un lapsus linguistique. Voilà, Madame Do Gisèle, vous êtes citoyenne ivoirienne, vous vivez en Hollande. On fait déjà un survol des élections dernières en Côte d'Ivoire. Alors, pour moi, les élections en Côte d'Ivoire ont été assez mitigées. Voilà. Il y a eu des violences. On ne peut pas dire que tout se soit bien passé. Et selon la personne à laquelle on parle, on voit que pour d'autres, ça a été un succès, un plébiscite. Et pour d'autres, les élections n'ont pas eu lieu. Moi, je dirais plutôt que dans ces élections-là, c'est le peuple qui a perdu. Il n'y a pas eu de gagnant à mes yeux, ni de perdant au niveau politique, mais on a tous perdu. Parce que ces élections-là, pour moi, m'ont laissé sur ma faim. On a été privés de débats, de projets. On n'a pas eu tout ce qui pouvait nous emmener à faire un choix de candidat. Le débat a été occulté par le problème de la Constitution, qui était un problème réel. On n'a pas pu résoudre ce problème-là. On est allé quand même aux élections. En face de ce problème-là, l'opposition a opté pour la désobéissance civile, qui n'était pas bien préparée non plus. Donc, on a assisté vraiment à un vrai mélange qui a été savamment préparé pour encore une fois de plus faire perdre le peuple ivoirien. Donc, moi, ces élections-là, je ne peux pas dire qu'elles ont été un plébiscite pour M. Ouattara. Je ne peux pas dire non plus que l'opposition s'est démarquée de façon respectable. On a assisté à des scènes qui nous ont horrifiés. Et on a atteint même, à mon avis, un point de non-retour. Et si on y prend garde, on est sur des points chauds. Donc là, on peut dire un tel a gagné ou un tel a perdu. Mais là, plutôt celui qui a gagné a usé du rapport de force. Donc, le rapport de force fait que on a gagné, mais on est le plus fort. On a gagné parce qu'on est le plus fort. Mais les plus faibles ruminent et le peuple ivoirien est foncièrement divisé. Et moi, c'est ça qui m'inquiète, en fait. Donc, ces élections-là m'ont laissé un arrière-goût et une peur pour la suite de la Côte d'Ivoire. Madame Manif Traoré, c'est vrai que les élections du 31 octobre dernier ne seraient pas les... Oui, vous m'entendez? Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien. Oui, je vous entends. Oui, Madame Manif Traoré. Oui, je vous entends là maintenant. Oui. Voilà, nous savons tous que les élections du 31 octobre dernier ne seraient pas les dernières en Côte d'Ivoire. Alors vous, avec votre expérience et puis tout ce bagage politique que vous avez, comment voyez-vous les élections à venir? Comment aborder les élections à venir pour éviter ce qui s'est passé? Ça s'entrecoupe en même temps. Désolée. Bon, je reprends ma question. Je dis les élections dernières ne seraient pas les dernières en Côte d'Ivoire. Alors, comment voyez-vous les perspectives des prochaines élections en Côte d'Ivoire?
Ah, d'accord, oui. Voilà. Écoutez, ben, heureusement, hein, on peut même déjà, on dit, moi je pense que si on fait un petit bond en arrière, on va dire que gouverner, c'est prévoir. Donc, je pense que chaque acteur politique qui aspire aussi à ce que les choses se passent dans les règles de l'art doit commencer à anticiper déjà sur le futur. Donc, ces élections-là, on a eu du grabuge, même que les élections se soient passées, on sait qu'il y a eu des violences du fait que quand Madame Do dit qu'il y avait un rapport de force, moi je dirais le rapport de force a été engagé par qui dès commencer. Parce que quand on se dit, quand on opte pour aller aux élections et que en milieu de ce schéma-là, on se retire ou même on va dire presque à la fin du processus, quand on va déposer un dossier pour ceux qui ont voulu aller aux élections et qu'on se retire à la dernière minute ou dit qu'on ne veut pas aller aux élections et on engage avec le gouvernement en place qui a mis un paquet pour organiser tout ça avec la communauté internationale et avec tous les partenaires de la sous-région et qu'on dise, on revient en arrière pour dire qu'on ne veut pas aller aux élections, moi je pense qu'il y a un petit problème là. Donc, c'est là où on doit commencer à anticiper sur les élections prochaines et que chacun, aujourd'hui, on voit les acteurs se positionner pour dire qu'ils veulent aller s'asseoir pour discuter. C'est très bien, mais c'est mieux de discuter toujours à l'avance, donc d'anticiper sur les choses. Comme gouverner, c'est prévoir, il faut toujours pouvoir anticiper sur les choses et puis que cela se passe bien. Et j'espère qu'une leçon peut être tirée de tout ce qui s'est passé là, cette année 2020, qu'on puisse passer ensemble, tous les Ivoiriens se mettent dans l'optique d'aller démocratiquement donc aux élections prochaines. Parce que bien sûr, il y aura élection. Bien sûr, parce qu'on voit, moi je salue déjà les liens qui sont rentrés dans ce schéma, qui ont compris aujourd'hui que c'est les urnes qui doivent départager, comme on appelle, on va dire les acteurs politiques qui aspirent à la magistrature suprême. Ce n'est pas un coup d'État. On voit même dans le préambule aujourd'hui de la Constitution 2016 que tout cela a été notifié. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, ces personnes-là qui se sont mises tous ensemble pour voter cette Constitution de 2016 viennent encore nous faire subir, en tout cas, tous leurs éboires, ou on va dire, parce qu'un tel n'a pas reçu personnellement la promesse on va dire verbal qui a été dans un palais présidentiel, mais dans ça, le peuple. Les élections, bel et bien les élections en 2025, parce que c'est tous les 5 ans, et il faut que chaque personne, chaque citoyen comprenne aujourd'hui que c'est les unes qui doivent départager en tout cas les candidats. Ce n'est plus les grabuges, ce n'est plus les histoires de semer le désordre dans le pays pour se faire entendre. C'est tout simple. Ça, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Oui, Madame Kossa, allez-y avec la question que je viens de poser. OK. Alors, je pense que la démocratie a ses principes et ses valeurs. Il faut respecter les principes et les valeurs de la démocratie. Si je reviens sur l'histoire des élections, elle me dira peut-être qu'il ne faut pas rappeler certaines choses. Mais nous avons eu une constitution qui a été élaborée en 2016. Et de cette constitution à l'article 55, que je vais rappeler, le président est élu une fois, rééligible une fois. Cet article n'a pas changé ni avec la constitution de 2000, elle n'a pas changé non plus avec la constitution de 2016. Partant de là, M. Alassane Ouattara n'était pas habilité à se présenter, quel que soit le malheur qui lui est arrivé. Le RHDP regorge d'énormes cadres intelligents qui auraient pu permettre au président Alassane Ouattara de choisir un autre candidat et d'aller aux élections. D'ailleurs, avec tous ceux qui ont déposé les candidatures et qui ont été rejetés, la communauté de la sous-région dont elle parle avait demandé à ce qu'on réinscrive les candidats, certains candidats qui avaient été retirés de la liste, ce qui n'a pas été fait. Dès l'instant où les principes et les valeurs n'ont pas été respectés, je pense que les autres sont en mesure, ils ont le devoir de poser le principe
de le recevoir. Maintenant, quand on dit les gens viennent avec la violence, non, les gens ils ont déposé, il y a des institutions, ils ont voulu respecter et ils se devaient de respecter jusqu'à ce que M. Alassane Ouattara et le RHDP reviennent à la raison. Et au dernier moment, ils ont eu le droit de se retirer de la course. Donc, partant de là, on ne peut pas dire les gens se sont retirés au dernier moment. C'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient se retirer qu'ils ont maintenu la pression sur l'opposition pour aller aux élections. Dès l'instant où ce n'est pas respecté, je ne vois pas pourquoi on peut accuser l'opposition. Ils se sont retirés, ils ont appelé à la désobéissance civile, ils ont voulu manifester. On leur a opposé un refus catégorique. On n'a pas le droit de manifester, on n'a pas le droit de s'exprimer, on n'a aucun droit. De quelle démocratie s'agit-il? De quelle démocratie s'agit-il? Monsieur Alassane Ouattara, qui a fait toutes ses études aux États-Unis, qui a été élevé dans le sang d'un pays aussi démocratique, venir nous imposer ce genre de choses, je suis désolée, mais ça ne me permet pas de contribuer à cette mascarade d'élection. Et je m'arrête là pour l'instant, on viendra à la suite. Madame Ciseldo, je crois que vous avez la question. Est-ce que vous pouvez rebondir là-dessus? Les perspectives des élections à venir? Moi, je pense que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, on ne peut pas, selon le camp dans lequel on se trouve, voir les causes différemment ou les conséquences de façon différente quand ça nous arrange ou quand ça ne nous arrange pas. Donc, depuis toujours, on assiste à l'exclusion de candidats et ça peut être une exclusion ethnique, une exclusion sociale, une exclusion. On est toujours dans l'exclusion, en fait, depuis des années. Donc, on fait des lois pour écarter des candidats sous prétexte qu'ils ont des nationalités douteuses. Après, on demande une certaine caution pour que des gens puissent se présenter, juste pour ne pas qu'ils se présentent. Donc, on est toujours dans quelque chose d'exclusif pour un peuple qui est brassé. Et c'est ça qui fait que, quoi qu'on fasse, tant qu'on ne résout pas ce problème-là, celui qui sera au pouvoir aura toujours en face des gens qui feront preuve d'opposition, que ce soit de mauvaise foi ou de bonne foi. Mais le peuple, encore une fois de plus, est toujours lésé. Donc, on n'est pas dans l'inclusif. Et ça manque vraiment à même notre constitution présente. Même si le et a été dilué par le ou, on a toujours, par exemple, un parent d'origine, alors que tout citoyen doit être, à mes yeux, tout citoyen ivoirien bénéficie des mêmes droits, mais il faut avoir un parent d'origine ivoirienne, ok. Donc, on est encore dans l'exclusion de certaines personnes. On demande aussi des sommes faramineuses pour se présenter. Donc, on exclut d'office les pauvres qui peuvent aussi avoir des idées magnifiques. Donc, on réserve la politique à une élite qui nous déçoit depuis des années et on ne laisse pas notre voix émerger. Donc, ce qui va se passer, c'est le peuple, il y a une crise de confiance en fait. Parce que la Constitution, comme le disait Madame Casso, je suis désolée si j'écorche votre nom. Madame Kossa. Madame Kossa. Effectivement, il y a eu un problème. Mais ils se sont tous... Cette Constitution a été votée d'un commun accord. Je ne sais même pas si les textes ont été lus avant de les voter. En fait, chacun a vu son intérêt propre. Donc, et a dit, OK, chouette, moi, ça me va, je vote pour. Mais est-ce qu'on a lu que cette Constitution-là concentrait le pouvoir dans les mains d'une seule personne? Bah, ça nous arrangeait tant que c'était à nous qu'on avait promis le pouvoir. Donc, le peuple, il y a une vraie crise de confiance. C'est pour ça que même quand on voit que cette Constitution a été violée, et c'est flagrant, le peuple n'est pas sorti comme l'opposition l'espérait. Pourquoi? Parce que le peuple ne comprend plus rien. C'est un mélange qu'on ne comprend plus. Un jour, on fait un zouk collé serré, après, on est des ennemis et le peuple doit sortir pour... Le peuple ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'il gagne le peuple? Donc, si on veut des élections la prochaine fois qui seront inclusives, bah, on doit revoir nos fondamentaux, on doit les revoir,
On doit entendre le peuple. On en a marre des visions binaires où on a gagné, l'autre a perdu, c'est notre tour. Nous, on veut quelque chose d'inclusif où tous les Ivoiriens pourront s'entendre. On peut pas être un contre tous ou tous contre un. Moi, je veux que les enfants de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Voilà. Donc, pour des élections à venir, je ne vois pas vraiment des pas faits dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il y aura toujours des tensions. Ne nous voilons pas la face. Et c'est le peuple qui perdra. Voilà. Voilà. Madame Hanif Traoré, c'est vrai qu'il y a eu des élections. Pour certains, les élections étaient bien organisées. Pour d'autres, les élections étaient mal organisées. Ça dépend de où on est positionné. Mais après ces élections, nous avons tous applaudi, nous avons clamé haut et fort, voilà, le projet de dialogue. Et finalement, la rencontre a eu lieu entre les deux leaders, le président Ouattara et le président Bédié. Alors, et après, nous avons eu cette cassure. Alors, qu'est-ce qui a provoqué véritablement cette cassure de dialogue? Parce que au-delà de ce dialogue, on a vu que les fils de la Côte d'Ivoire pouvaient aujourd'hui se parler. Mais il y a eu cette cassure. Alors, qu'est-ce qui a causé cette cassure? Est-ce que vous pensez également que le dialogue sera repris, surtout que le grand médiateur de la République, en l'occurrence le ministre Adama Tounkara, est allé rencontrer le président Bédié dernièrement? Alors, avant de commencer, je vais rebondir un peu sur les dires de Madame Marikossa en parlant de l'article 55, parce que on voit que eux ils vont pas décoller. En tout cas, la partie, on va dire l'opposition côté, je sais pas si Madame est FPI ou si elle est Gore, parce que je ne sais pas. Elle dira ça après. Mais toute l'opposition, même aujourd'hui, est branchée sur cet article 55 qu'eux-mêmes, en tout cas, ont voté, peut-être pas le FPI ni le leader, mais en tout cas, le président Bédié et le côté, on va dire, GPS ont voté. Donc, c'est tous ceux-là qui se proclament aujourd'hui opposition de la Côte d'Ivoire, en tout cas. Et puis, monsieur que je mets à côté, qui n'était pas pour cette introduction de la troisième république. Voilà, l'article 55, madame. Que ce soit l'article 55 de 2016 et l'article 55 de toutes on va dire l'article 55, comme vous le dites, ça a toujours été, on va dire, 2 mandats. Dans notre République, ça a toujours été 2 mandats. Voilà. Donc, je ne comprends pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il y a un 3e mandat. Il y a eu le renouveau de cet article 55 qui a introduit, donc, à son 2e paragraphe, que le vice-président était voté en même temps que le président, et maintenant le vice-président est choisi, et après, comment dire ça? Comment je vais dire ça? Voté en même temps aussi, accepté par le Parlement. Voilà, accepté par le Parlement. Donc, c'est 2 choses différentes. Donc, déjà ça, quand il y a eu un renouveau à partir de l'article 55, cela veut dire que du fait que la troisième République a été introduite, notre président actuel qui a été élu va commencer son 1er mandat, donc de cette 3e République-là. Et je peux vous dire que peut-être qu'avant 1920, le mot crétin n'était pas injure. Maintenant, nous sommes en 2020, donc ça peut être considéré, mais je ne veux pas manquer de respect à tout cela en parlant de crétinisme parlementaire de ces réformistes-là. Et après avoir voté, aujourd'hui, en 2016, ils se sont fait passer justement de réformistes à ce moment-là. Et aujourd'hui, en 2020, on va dire crétinisme anti-parlementaire des personnes qui jouent aux anarchistes et qui vont venir nous parler encore de la Constitution, alors que ça veut dire quoi? Il n'y a aucune éducation au niveau, on va dire, au niveau de la société, en expliquant déjà au peuple qu'est-ce qui est voté, qu'est-ce qui n'est pas voté, pourquoi on vous appelle à voter, quels sont les articles qui ont été changés, qu'est-ce que disent ces articles-là? Ben, on suppose que, par exemple, comme on appelle, des députés sont votés, ils ont notre voix, c'est eux qui parlent pour nous, et ces personnes
là viennent de nous soumettre quelque chose et nous disent, en tout cas font la promotion de cette constitution, nous emmènent à voter cette constitution majoritairement. Et aujourd'hui, ces mêmes acteurs vont venir nous dire que non, cette constitution qu'ils nous ont dit qui était révolutionnaire n'est plus révolutionnaire parce que ça n'inclut pas leurs intérêts personnels. Eh bien ça, moi je dis non. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Parce que M. Ouattara ne s'est pas levé gaillardement tout seul pour introduire tout ça, pour dire je fais la nouvelle République. C'est tous ces acteurs-là qui étaient avec lui, c'est avec lui qu'ils sont partis ensemble pour voter cette constitution-là. Donc, de venir nous parler de l'article 55. Donc, quand ils étaient en train de voter, là, ils étaient où? Ou bien ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de voter parce qu'ils avaient des promesses personnelles à côté? Qu'on arrête avec ça. Donc, en parlant de ça, bon, l'article 55, je voulais parler juste, je voulais bondir sur ce que Mme Kossa avait dit. Maintenant, quand on parle de la discussion, quand on a vu monsieur Alassane Ouattara avec son petit frère, moi je dis aussi son petit frère, parce que c'est des personnes qui se connaissent depuis belle lurette. Comment? Qui se connaissent. Bon, c'est par rapport à ces préalables, par rapport à des préalables que veut mettre en avant M. Henri Konan Bédié, que les discussions se sont arrêtées, soit disant il y a des prisonniers, tous les prisonniers en fait doivent être libérés. Non, il faut arrêter avec ça. On est dans un état de droit, il faut que les choses soient appliquées. Ceux qui se sont levés, qui ont fait aujourd'hui qu'il y ait des morts, doivent aussi subir la sentence de la justice, tout simplement. Voilà, Madame Marie Kossa, allez-y, répondez sur la question que je posais. S'il y a besoin de vous rappeler la question, n'hésitez pas, hein, mais si vous l'avez retenue, on peut continuer. Allez-y. Oui. Oui, vous avez quelque chose qui gêne. Alors, oui. je vais rebondir sur ce que vient de dire Madame Koné. Vous savez, si nous devons revenir sur la constitution dont elle parle pour dire qu'on est rentré dans la Troisième République, donc c'est le premier mandat, mais qu'elle sache que concernant les changements au niveau de la constitution, qu'est-ce qui était dit dans la constitution de 2016? Que le président ne pouvait pas être élu en 2016 parce qu'il avait été élu avant qu'on ne puisse prolonger comment on appelle, la Constitution. Il a été élu en 2015 et la Constitution a été amendée en 2016, amendée et votée en 2016. C'est pour ça, justement, qu'il avait dit, pour l'instant, on ne pourra pas voter le vice-président et le président en même temps. Donc, je fais un décret pour nommer mon vice-président. Mais maintenant que nous entrions dans le premier mandat, comme vous le dites, pourquoi ne s'est-il pas présenté avec un vice-président? Si nous voulons respecter cette constitution, il n'a pas eu de vice-président aux élections. Ça veut dire que vous, déjà, vous êtes en train de détruire ce que vous avez construit. Et la deuxième chose, vous dites que l'article 55 ne peut pas être annoncé dans les discussions, dans les débats, parce qu'ils se sont promis. Mais lorsque vous étiez en train de faire la campagne de la Constitution de 2016, qu'est-ce que les élites du RHTP ont dit? Le ministre de la Justice, il est venu démentir le fait que le président ne pouvait pas se représenter. Monsieur Bictogo, ça a été un chantage dans le sens où c'était le tambour qu'il utilisait pour nous rassurer que monsieur Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter. Mais je vais vous dire qu'il y a un article que je viens de découvrir ce matin par une journaliste, j'oublie son nom, en 2017, où monsieur Ouattara a dit si l'état de santé ne permettait pas à monsieur, comment il s'appelle, Gon Coulibaly, il serait candidat. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était déjà prévu depuis 2017 pour qu'il le fasse. Pourquoi alors avoir demandé à vos élites de venir rassurer et démentir les soupçons qui pesaient sur cette candidature? C'est la question que je vous laisse poser. Maintenant, concernant le projet de dialogue entre Alassane Ouattara et le président Bédié, il a appelé au dialogue. Le président Bédié a accepté d'aller au dialogue. Il est allé le rencontrer et il faut effectivement poser les conditions d'un dialogue qui pourrait permettre, favoriser l'union de tous les Ivoiriens afin qu'on puisse aller à la paix et à la cohésion sociale. Mais à notre surprise,
Il y a M. Afi qui a été arrêté. M. Afi qui était le porte-parole du groupe de la plateforme des oppositions. Pourquoi avoir arrêté Afi alors que vous voulez le dialogue? Soit vous voulez le dialogue et vous laissez les Ivoiriens s'exprimer, soit vous ne voulez pas le dialogue et dans ce cas, vous emprisonnez tous. Mais je dis que l'opposition reste sur sa position. Il faudrait que tous les prisonniers politiques soient libérés. Il faudrait que tous les Ivoiriens se retrouvent avant que ce dialogue ne soit honoré et ce dialogue ne soit commis. Si M. Bédié veut aller seul faire le dialogue avec M. Alassane Ouattara, il a le droit. Ils étaient tous dans le même point, dans le même groupe au préalable. Mais maintenant, l'opposition, les Ivoiriens disent non. Il n'y aura pas de dialogue tant que les prisonniers ne sont pas libérés. Dans le cas contraire, continuez ce que vous avez commencé et les prochaines élections seront encore une source de disputes et de désaccords. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Madame Zizeldo, votre réaction par rapport à la question que j'ai posée? Moi, j'aimerais dire, en ce qui concerne... Deux secondes. Excusez-moi 2 secondes. Par contre, M. Tounkara, dont vous avez parlé, excusez-moi, M. Tounkara, ça fait 10 ans que les choses ont commencé. On n'a jamais vu M. Tounkara appeler les deux ou appeler toute l'opposition, enfin, tous les Ivoiriens, les élites ivoiriennes pour discuter. C'est aujourd'hui M. Tounkara, c'est qu'il existe le dialogue dans ce pays. Lui aussi, il doit nous rendre compte un jour. Merci. Allez-y, Mme Giseldo. Ok. Voilà. En fait, moi, j'aimerais revenir aussi un peu sur la Constitution, qui est quand même la Bible d'une nation, et où on a assisté, effectivement, je suis entièrement d'accord avec Madame Traoré sur ce point-là. Ils ont été pour cette Constitution-là, ce qui était vraiment assez, bon, pas tous, certains ont été pour, et je me demande s'ils l'ont lu, en fait, parce qu'ils sont en fait investis d'une mission pour le peuple. Un démocrate n'aurait jamais accepté qu'une constitution concentre de tels pouvoirs dans les mains d'une seule personne, même si c'est son parti. Mais ils ont tous accepté parce qu'en fait, je pense qu'ils pensaient que tant que ça, c'était nous qui avons ça en main, c'était cool, il n'y avait pas de problème. Mais où je partage aussi un peu l'analyse de Mme Kossa, c'est qu'on a assisté aussi, parce qu'il faut, au corps défendant des députés, un député du PDCI, je ne sais pas lequel, a dit au Parlement est-ce que cette constitution pouvait permettre au président de se représenter? Est-ce qu'on ne pouvait pas la rendre plus claire pour éviter effectivement les interprétations selon les lunettes qu'on portait? Et là, le ministre de la Justice nous a carrément dit que ce n'était pas possible et que le président avait donné sa parole. Et là, je dénonce l'immaturité de nos députés. Parce que vaut la parole d'un être humain, Même moi, ma parole, qu'est-ce qu'elle vaut? Les textes sont là pour consolider la parole. Et on ne peut pas dire que parce que M. Ouattara a donné sa parole, on ne va pas mettre quelque chose de clair. Même si M. Ouattara tenait ses promesses, qu'est-ce qui nous dit que ce rhodium derrière allait tenir ses promesses ou X? On ne fait pas des lois pour une personne. On fait des lois pour protéger le peuple. Et ça n'a pas été fait dans ce sens. Et j'ai trouvé ça assez bizarre. Là, on est devant un cas où tout s'interprète selon ce qu'on veut entendre. Donc, on ne va pas se comprendre, mais on a un sérieux problème. Le dialogue prôné par le président ou M. Bédié. Bon, moi, je vais vous dire honnêtement, quand je les ai vus, même si c'était teinté d'hypocrisie, ça m'a rassuré de les voir se donner la main. Bon, le coude à la Covid. Mais ça m'a quand même un peu rassuré parce que il y avait un jeune qui avait été décapité, on était assez stressés, la situation était intenable. Donc, j'étais contente de les voir, même si je savais que ça n'allait pas aboutir à grand-chose, de les voir comme ça ensemble. Je me disais, au moins, ça allait rendre leurs partisans, au moins, ça allait faire baisser les tensions. Maintenant, est-ce qu'on pose des actes réels pour qu'on y aille? Après ça, il y a toujours Pulchérik Balé de la société civile qui est emprisonné, qui a été licenciée, qui ne verra pas ses enfants à Noël. Elle n'est d'aucun parti.
Est-ce que ce sont des actes d'apaisement qui sont posés? J'en doute. Le président Safi ou Premier ministre Safi est toujours en prison. Il y a toujours des prisonniers. Et le président Alassane Ouattara a la possibilité de mettre fin à ça, d'être plus grand que les autres, parce que c'est lui qui a le pouvoir en main. Donc, c'est lui qui peut poser des actes symboliques qui vont peut-être nous emmener à aller vers une discussion. Parce qu'on doit parler, on doit se parler. On n'a pas le choix. On est dans ce pays, on doit se parler. On ne peut pas avoir des gens qui pleurent et d'autres qui sont contents. Ça ne pourra pas aller. On ne peut pas aussi avoir des gens, j'entends des gens dire, ouais, si M. Ouattara part, nous, on va se réconcilier entre nous. Mais non, il a aussi des partisans. On veut tout le monde, qu'on soit ensemble, qu'on se réconcilie. Donc, on ne peut pas dire, quand il partira, nous, on va se réconcilier. Quand l'autre, non, je ne suis pas d'accord parce que ceux qui ont voté sont aussi ivoiriens. Et moi, je veux aussi qu'on s'entende, qu'on se parle et qu'on puisse arriver à quelque chose. Mais là, je n'ai pas encore trop d'espoir, mais je perds pas espoir non plus. Et j'espère vraiment qu'avec le médiateur, je lui donne quand même le bénéfice du doute. On va voir s'il va pouvoir arriver à quelque chose. Mais il faut vraiment que les deux parties-là essaient de nous donner un peu d'air. C'est ce que j'aimerais leur demander. Madame Traoré, juste après la rencontre Oui. des deux leaders, en l'occurrence le président Ouattara et son aîné, le président Bédié, voilà, l'opposition Oui. a fait un parterre de doléances. Il n'est point besoin de les rappeler. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, chacun est cantonné dans son camp, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour le bien-être des Ivoiriens lambda, du peuple ivoirien, est-ce que vous pensez aujourd'hui que des concessions seront faites au niveau du pouvoir en place? Moi, je pense que des concessions seront faites à partir du moment où on n'impose pas des préalables pour aller, on va dire, soi-disant, à la réconciliation. Moi, je dis ce mot-là même, je veux même plus l'employer. Je veux plutôt parler d'un maintien de paix, d'un maintien de sécurité, d'un maintien de stabilité. Mais je ne veux pas parler de réconciliation. Parce que si je veux parler de réconciliation, je vais rebrousser encore chemin, je vais retomber dans le temps où je vais parler des réformes, des 1000 réformes qu'on nous a fait en parlant tout le temps de réconciliation depuis 2001 par rapport au régime de M. Laurent Gbagbo qui a en tout cas initié on va dire comment on appelle ça, comment ils appellent ça là, la réformation, je sais pas, réconciliation, forum de réconciliation, voilà, j'arrive, forum de réconciliation en 2001. Et de ce forum de réconciliation, ils en ont tiré 14 résolutions qui n'ont pas été appliquées. Voilà nos problèmes aussi. Nos problèmes ne viennent pas que quand j'entends les opposants ou les gars parler comment on appelle, étrangers. Ben, la Côte d'Ivoire, elle est multi-ethnique. On ne peut pas parler d'étrangers quand on sait que le président Alassane Ouattara est un fils de Kong. Donc, quand je reviens par cette réconciliation-là, on ne peut pas poser des préalables pour dire qu'on veut faire la réconciliation. Parce que la réconciliation, on l'a faite depuis à chaque fois les 2 décennies de crise. Mais rien n'a été appliqué par tous ces acteurs, par ces acteurs clés. En passant par que ce soit Bédié qui est l'aîné, qui a pris le flambeau après Oufouette, et en passant par Guy Robert, paix à son âme, on n'en parle plus, mais Monsieur Gbagbo, et aujourd'hui le président Alassane Ouattara qui prend tout sur la tête aujourd'hui parce que c'est lui seul qui devient le criminel de l'État. Mais je suis désolée, c'est pas comme ça que ça se fait. Les 14 résolutions qui ont été prises pendant le forum de réconciliation sont passées où? Parce qu'on a vu rebondir on va dire des sources de discorde de ce forum-là en 2010. On ne peut pas se cantonner sur des choses pareilles et puis dire qu'on va avancer tant que ces acteurs-là ne viennent pas nous enlever le boulet du pied. Ce boulet-là, c'est quoi? De venir nous faire mentir à la population et puis toujours mentir en premier lieu. Quand on parle d'ivoirité, si je veux venir sur ça,
l'ivoirité a été introduite par le président Bédié, mais sans forcément que ce soit l'ivoirité soit une mauvaise chose en soi, parce que moi-même, je suis pour qu'on prime d'abord sur l'ivoirien avant l'étranger. C'est clair et net. Dans tous les pays, c'est comme ça. Mais quand on se sert de l'ivoirité comme on appelle slogan de campagne politique pour discriminer d'autres enfants du pays, là, ça devient autre chose. Là, c'est plus de la réconciliation et que ça se relaye parce que Laurent Gbagbo et son camp ont relayé ça et jusqu'à présent, ils le relayent parce qu'il y en a qui se taguent d'être vraiment de vrais xénophobes. Il y en a qui se taguent d'être de vrais xénophobes et ils le proclament. Donc, on ne peut pas se parler de réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation. Il faut les vérités, il faut même il faut que chacun, en tout cas, sorte ou dise pardon au peuple et dise voilà, on vous a induit en erreur en temps. Commencez même par Bédié, qu'il vienne nous dire s'il s'est mis avec son petit frère Alassane Ouattara. Est-ce que Alassane Ouattara a pardonné le peuple? C'est un Ivoirien, c'est mon frère. Donc, il faut rétablir les choses comme elles doivent être faites avant de dire réconciliation. Non, moi, je parle de maintien de paix. Et pour ce maintien de paix, il n'y a pas besoin de préalable. Il y a eu des morts quand même. Depuis 2010, là, avant même, il y a eu des morts, mais 2010, il y a eu 3000 morts, il n'y a aucun coupable. Donc, ils se sont envolés, ces gens-là, ou quoi? Voilà. Madame Kossa, allez-y avec la question que je posais. Alors, vous savez, monsieur, je ne suis plus au stade de Madame Koné. Je ne suis plus à... Madame Traoré. Madame Traoré. Oui, Madame Traoré. Je ne suis plus à ce stade-là. Oui, Madame Traoré, je ne suis plus à ce stade-là. Je suis au stade où le président Alassane Ouattara est arrivé avec de bonnes intentions, en disant qu'il allait changer ce pays, qu'il allait donner à ce pays toutes les chances nécessaires pour la réussite des Ivoiriens. C'est ce que j'attendais d'Alassane. Donc, pour moi, quand le président Alassane Ouattara était arrivé au pouvoir, la première des choses qu'il devait faire, c'était soit de sillonner toutes les régions et dire aux Ivoiriens, ce qui s'est passé, c'est passé. Nous n'allons pas changer. Pleurons nos morts, enterrons dignement nos morts et avançons. Si le président Alassane avait fait ça, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Malheureusement, le président Alassane Ouattara et ses compagnons, ils se complaisaient dans la gestion ethnique et clanique. Voilà ce qui nous a menés aujourd'hui à ce stade-là. Et quant à la réconciliation, quant à la cohésion sociale, on ne peut pas la faire sans que les autres Ivoiriens ne soient ensemble. On ne pourra jamais la faire. Et donc, pour vous dire, concernant les résolutions dont elle parle, on a déjà parlé de ça, c'est fini. Donc, les concessions à faire, M. Alassane doit prendre tout sur son dos, sur ses épaules, faire des concessions, libérer les Ivoiriens et ensuite procéder à la réconciliation. Et il faut qu'il sache qu'il ne sera pas accepté ni admis comme étant le président de la Côte d'Ivoire parce que ses 2 mandats sont finis. S'il veut la réconciliation, qu'il donne le flambeau à d'autres personnes. Sinon, nous avons opté pour le CNT qui sera la plateforme qui va permettre aux Ivoiriens de passer à autre chose. C'est clair et net. On ne peut pas accepter le président Alassane comme étant président de cette République alors que ses mandats sont terminés. Maintenant, s'il fait des concessions, OK, mais dans quel sens il va faire les concessions? Il libère les gens, il libère aussi, on réorganise les élections et on avance. Voilà. Je ne suis ni GOR, ni FPI, ni PDCI, ni RDR. Je n'appartiens à aucun de ces pouvoirs. Je suis citoyenne ivoirienne ayant son mouvement politique, mais je suis de l'opposition. C'est tout ce que j'ai à dire à Mme Traoré. Madame Do, allez-y. Ok, donc, moi, j'ai entendu effectivement Mme Traoré parler du Forum de la réconciliation. J'y pensais même ce matin, je me demandais, donc j'ai regardé un peu, je dis, mais qu'est-ce que ça nous a apporté en fait? On avait regardé ça un peu à la télé et on en est où? Et après, je suis allée aussi sur ce qui s'est passé après la crise post-électorale. Le président Alassane avait promis de faire des enquêtes. Ces enquêtes ont été faites.
le contenu a été livré, mais qu'est-ce qui s'est passé après? La justice, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va d'impunité en impunité selon le camp qui est au pouvoir. Donc, en fait, les injustices, les rancœurs sont encore bien dans le cœur des Ivoiriens qui se sentent encore une fois de plus lésés selon le camp auquel ils appartiennent. Ça veut dire quand un tel est au pouvoir, bah, son camp est impuni et quand l'autre vient, bah, il prend la relève de son camp. Donc, on fait des réconciliations de façade, en fait. La réconciliation, selon nos politiques, c'est tais-toi que je puisse manger tranquille. Donc, le peuple doit pas... Réconciliation, on laisse le peuple dans la bêtise. Nous, on se dispute, nous, on a la haine les uns pour les autres. On traite celui-ci d'étranger, l'autre est xénophobe. On s'échange des noms d'oiseaux et eux, ça les arrange et voilà. Donc, ils viennent après nous se voir, dire qu'ils se réconcilient et on passe à autre chose. Mais les rancœurs sont bien dans le cœur des gens qui guettent la moindre occasion pour s'attaquer à leurs voisins. Pour des gens même, quand on leur demande pourquoi, ils ne sauront même pas pourquoi ils l'ont fait. Et je n'ai pas entendu le président Bédié revenir sur l'ivoirité, même si ce mot-là avait, dans un premier temps, un sens noble, je n'en sais rien. Mais là, ça nous divise tellement que moi, je pense qu'il doit être banni. J'ai entendu aussi le rattrapage ethnique. Je n'ai pas pu voir le président Alassane même le dire, mais est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas aussi, c'est mauvais, c'est un repli identitaire. Donc, mais personne, nos présidents, aucun n'a adressé ce problème ethnique-là. C'est comme si ça les arrangeait, en fait, qu'on soit divisé sur ce plan. Et c'est mauvais. Ils sèment de mauvaises graines. Ils sèment de mauvaises graines qui vont exploser à la face des Ivoiriens. Pas à la leur, mais à nous, notre face. Donc, je ne les vois pas faire de pédagogie. C'est seulement, je pense, le président Mamadou Coulibaly qui a parlé une fois de l'ethnicité et de la politique. Donc, j'avais bien aimé ce qu'il avait dit. Mais hormis lui, ça arrange tout le monde qu'on soit dans ce flou-là et qu'on se déteste, ça les arrange. Donc, pour revenir à la vraie réconciliation, moi, je pense qu'elle doit se faire sur une justice. Une justice ne doit pas être forcément punitive. Hein. On a vu en Afrique du Sud, hein, il y avait tellement de dégâts qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde en prison. Mais on peut se parler, on peut reconnaître ce qu'on a fait, on peut demander pardon, on peut se regarder les yeux dans les yeux et se dire on n'a qu'un seul pays, on doit continuer ensemble. On fait comment? C'est ça aussi. Mais avec une vraie sincérité, mais pas juste dire une réconciliation de façade. Et aussi être pédagogue auprès du peuple, nous apprendre d'où on vient, qui nous sommes, qu'est-ce qui fait notre homogénéité, parce que nous sommes un seul peuple. On nous a ça, ouais, c'est vrai, et ça, c'est notre force. C'est notre force. On ne doit pas gommer cette diversité-là. Moi, je les aime, mais on doit pouvoir en former quelque chose. Mais nos politiques ne sont pas dans ce sens-là. Et quand on n'est pas dans ce sens, qu'est-ce qu'on assiste à quoi? Des replis, des tueurs étrangers qui pourrissent le débat parce qu'on ne peut plus rien dire. On n'ose même plus critiquer le président Alassane Ouattara parce que quand on le fait, on est automatiquement taxé. Ou quand on parle du CNT, on n'est automatiquement pas ivoirien. Donc on ne peut même plus s'exprimer. On ne peut pas dire. Alors que le CNT, pour moi, c'est une faute énorme. On ne peut pas dire que le président a violé la Constitution et l'a violé soi-même. C'est contradictoire. Le CNT n'a pas raison d'être parce qu'on ne peut pas être juge et parti. C'est des gens qui veulent aussi le pouvoir. Ils ne vont pas former un gouvernement sans être élus par qui que ce soit et représenter qui? Donc là, je suis d'accord, le président a violé la Constitution, mais le CNT la viole autant que lui. Donc, je ne peux pas soutenir le CNT. Et là, on doit voir comment aller de l'avant, mais pas en formant un CNT qui n'est pas, selon moi, crédible, vu les membres qui composent ce CNT-là, et comment le partage des postes était la première action que ce CNT-là voulait mener. Moi, j'ai regardé un peu de loin. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Voilà, pour tous ceux qui nous suivent, nous sommes en direct sur Skype. J'ai avec moi aujourd'hui Mme Manif Traoré, elle est sympathisante RHDP depuis la Suisse. J'ai Mme Marie Kossa, qui est membre fondatrice du mouvement politique Le Verger de la démocratie, également depuis la Suisse. Et puis Mme Gisèle Do, citoyenne ivoirienne,
depuis la Hollande. C'est un honneur pour moi d'avoir trois dames avec moi aujourd'hui. Je voudrais comme ça, puisque nous parlons du décryptage de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, Madame Manif Traoré, je voudrais comme ça survoler un peu. C'est une question qui me vient en tête. Est-ce que vous êtes satisfaite de la participation de la gente dans... Vous m'entendez, Madame Traoré? Oui. Voilà. Ça coupe des fois, mais c'est bon. Bon, voilà, si ça coupe, vous me dites, je vais me répéter. Est-ce que vous êtes satisfaite de la participation de la gente féminine dans ce processus des élections en Côte d'Ivoire? Allô? Oui, vous m'entendez? Est-ce que vous êtes satisfaite de la participation de la gente féminine dans le processus électoral en Côte d'Ivoire? Ah ben, allô? Oui, vous m'entendez, hein? Oui, on vous entend. J'entends des voix, là. OK. Voilà. Ben oui, je suis assez satisfaite parce que aujourd'hui, c'est toute une nouvelle génération qui se dévoile et qui essaye en tout cas de porter sa contribution et de se faire entendre, nous autres, hein, parce qu'on a bien assisté à tout ce ballet de vieux acteurs. Et puis maintenant, il faut qu'on prenne notre destin à main. Et donc, avant de continuer là-dessus, en tout cas pour la réponse, je suis satisfaite. Je veux aussi dire quelque chose parce que quand Madame Do, Gisèle, je suis presque en accord avec elle, mais je veux juste dire aussi que moi, je ne vois pas une vraie société civile en Côte d'Ivoire. Parce que quand on voit la société civile, par exemple, Madame Kossa dit aujourd'hui qu'elle ne fait partie d'aucun parti politique. Elle a créé son parti politique apparemment, mais elle, je ne sais pas, elle a parlé de CNT. Je ne sais pas si elle fait partie du CNT ou pas. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas une vraie société civile. La société civile, on a l'impression qu'elle est toujours adossée à un parti politique et où ça l'arrange. Et je ne vois pas de vrais acteurs de la société civile qui vont à la population pour un peu instruire la population, pour même éduquer la population. C'est quand il y a des élections, on voit sortir de part et d'autre des gens qui se proclament société civile. Ça, c'est aberrant. Et quand on prend des gens qui se mêlent à des partis politiques qui se proclament de société civile et qu'on les prend, on les emprisonne parce que, bien sûr, ils avaient la parole ou on va dire les langues assez armées ou même ils commencent ils disent aux enfants de s'armer ou bien de brûler des pneus ou bien de sortir des tables. Je n'appelle pas ça une société civile parce qu'une société civile, avant tout, c'est pour l'intérêt général de la population. C'est du côté de la population. Donc, on ne peut pas se proclamer comme Madame Pulchéry qui s'est adossée un peu à tout ce qui est GPS et tout avec les femmes de GPS pour faire justement ce mouvement avec les femmes qui sont sorties et avec on va dire les langues carrément en guise de Kalachnikov, parce qu'on ne peut pas les réclamer, on ne peut pas se dire démocrate, on ne peut pas dire ça, aller vouloir marcher quand on ait ce droit-là de marcher et qu'on soit avec des paroles incendiaires, quoi. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bon, sinon, je suis vraiment contente. On voit de plus en plus de jeunes femmes, on voit de plus en plus de femmes, en tout cas, qui s'intéressent à la politique et qui sont prêtes aussi à se battre et à mettre en tout cas leur grain de sel à l'édifice de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est bravo. Je dis bravo à nous tous, bravo même aux dames qui sont sur le avec moi, hein, parce que c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses, parce que nous, les femmes, nous sommes vraiment la source matricienne donc, pour pouvoir réparer les choses. Et une dame, une femme, nous qui sommes femmes ne devons pas avoir les langues incendiaires, nous devons être là pour apaiser tout ça. Donc je suis contente en tout cas entièrement de ce qui se passe, des femmes même qui étaient en pleurs, comme j'avais dit tout à l'heure, qui n'ont pas pu voter. Est-ce que j'ai encore temps ou... Allô? C'est fini? Voilà, oui. Voilà, Madame Traoré, merci beaucoup. Madame Kossa, la question que je posais, rebondissez là-dessus. Alors, avant de rebondir sur votre question, il y a Madame Do qui a soulevé un problème tout à l'heure concernant le processus de réconciliation que M. Bani,
que M. Bani avait dirigé avec le CDVR. La conclusion des CDVR n'a jamais été promulguée, on ne l'a jamais publiée. Et nous savons très bien ce que contient la conclusion de CDVR. Voilà où il y a eu déjà un blocage au niveau de la réconciliation des Ivoiriens. Bref, maintenant concernant la satisfaction, la question que je peux vous poser, est-ce que c'est l'intervention des femmes sur le terrain politique en Côte d'Ivoire ou c'est le débat que nous avons aujourd'hui entre femmes? Si c'est l'intervention des femmes sur le terrain en Côte d'Ivoire, je la trouve très lamentable. Je ne vois pas de femmes sur le terrain au niveau de la Côte d'Ivoire. À part Mme Claverie qui dit quelquefois de petits mots ou Mme Simone Gbagbo, je ne vois aucune femme. Même au RHDP, il y a une dame que j'apprécie beaucoup. Je pense pas l'entendre, Mme Mariette Touré, qui a tenu un discours de maintien de stabilité. Je pensais qu'elle allait continuer dans ce sens. Mais malheureusement, vu la pression, elle s'est tue. En plus, lorsque Madame Do se posait la question de savoir le langage qui avait été utilisé par le président Alassane, oui, j'étais à la télévision en 2011, j'étais dans la salle d'attente de la télévision France 5 quand il a prononcé son discours de rattrapage ethnique. Oui, là, il a dit, je l'ai entendu, j'étais là. Bref, maintenant, pour les femmes que nous sommes aujourd'hui, j'en suis satisfaite. Il faudrait qu'il y ait plus de femmes qui montent au créneau pour que nous puissions juguler ce sentiment de surpuissance des hommes dans la vie politique. Et c'est pourquoi au départ, j'ai travaillé avec M. Mamadou Coulibaly, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Je sais qu'il a de l'avenir politique. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a eu un petit hic qui a fait que je me suis retirée. Et je me suis dit, en tant que femme qui veut porter une autre solution dans la démocratie, je dois incarner ces femmes qui doivent un jour écrire l'histoire démocratique au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, sur ce tableau aujourd'hui, nous sommes 3 femmes, bravo, continuons à soutenir cette idée démocratique pour qu'on puisse avancer. Madame Do. Alors, concernant les femmes en politique, il en faudrait plus. Hein. Moi, je pense qu'on est encore loin de la parité. Parce qu'il y a vraiment des femmes qui ont de belles idées, qui peuvent participer, mais on voit souvent qu'elles sont victimes de machisme. Dès qu'une femme parle, on la ramène directement à sa condition de femme, on lui demande les enfants, voilà, bref. Et le mari qui a fait ci, voilà, on voit ça avec toutes les femmes. Hein, donc, il suffit qu'elle s'exprime un peu ou qu'elle hausse le ton et directement, on lui rappelle qu'elle n'est qu'une femme, en fait, qu'elle doit aller laver les assiettes ou voilà, faire quelque chose de plus maternel. Mais seulement les femmes, c'est pas ce qu'on croit. Les femmes sont même l'essence de la politique parce que déjà, elles sont politiques. Ce qu'elles font dans la vie quotidienne, c'est la politique. Donc, elles sont plus aptes à diriger des pays, des institutions autant que les hommes. Je ne dis pas qu'elles sont meilleures que les hommes, mais elles ont les capacités. Donc, on arrête avec nos sociétés phallocrates là, de nous ramener à nos casseroles parce que c'est pas nous toutes même qui sommes dans la cuisine. Il y en a même qui ne savent pas le faire. Donc, et c'est pas bien grave. Donc, en fait, mais pour revenir à la participation des femmes, moi, effectivement, ce qu'on a sur ce plateau-là, c'est brillantissime. Et on devrait nous entendre plus parce que même si on n'est pas d'accord, c'est fait dans le respect. Il n'y a pas de nom d'oiseau qui fuse. Il n'y a pas de torse bombé, contrairement aux hommes qui ont cette capacité-là de coq. Mais donc c'est assez relax et assez comme ambiance. Et on doit laisser les femmes s'exprimer plus. Effectivement, il y a des femmes que moi j'avais remarquées aussi comme Madame Marietou ou Madame Simone Gbagbo, mais qui n'ont effectivement pas encore, leur voix ne porte pas assez. C'est des femmes que moi j'aimerais vraiment entendre plus, mais elles doivent peut-être se libérer de certaines choses.
Et je pense que les femmes ont toute leur place en politique, mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Et le chemin est long, mais la génération derrière, en tout cas, beaucoup de jeunes filles actives qui parlent, même si je ne suis pas forcément d'accord avec tout, moi, ça me plaît de les voir parler et de s'exprimer sur tous les sujets. Et ça fait du bien. Mais on n'y est pas encore. Voilà. Madame Traoré, après les élections, désolé, Oui. je voulais juste avoir votre point de vue sur cette question qui me passait par la tête. Après les élections du 31 octobre, il y a une nouvelle notion est apparue en Côte d'Ivoire. La notion existait déjà, mais nous l'avons entendue à plusieurs reprises. C'est le vivre ensemble. Alors aujourd'hui, Oui. comment prôner cette formule pour le renforcement de la cohésion sociale? Alors, moi, je pense que le vivre ensemble devrait être prôné déjà de par un volet de l'éducation, c'est-à-dire très bas âge, hein, ce qui n'a pas été fait pour nous autres, jusqu'à ce qu'on prenne justement à la face tous ces, on va dire, tous ces palabres politiques-là, parce que justement, déjà, par rapport à l'éducation politique, ça n'existe pas. Mais quand un jeune veut faire de la politique, il pense qu'il fait de la politique pour s'enrichir, pas vraiment pour le bien-être d'une population. La vision, elle est autre que, par exemple, en Occident. Hein. On devrait par éduquer, et puis à travers même, comment on appelle, la Constitution. Parce que le préambule de la Constitution dit, franchement, en quelques phrases même, hein, tout ce qu'on doit, franchement, on va dire, c'est même pas plusieurs articles, mais juste le préambule dit tout, englobe tout ce qui doit se faire sur notre sol. Franchement. Donc, au lieu de partir dans article 55, article 182, 1 jusqu'à 84, là même, c'est trop long. Juste quand tu lis le préambule et quand tu sors de ça, aujourd'hui, quand j'entends certaines personnes, et tu prends l'article 21 qui dit qu'en tant qu'Ivoirien, on peut s'installer partout sur le territoire ivoirien et qu'aujourd'hui, certains sont indexés justement de pourquoi il doit être là. Toi, tu es du Nord, tu dois en ton Nord là. Si on ne te pousse même pas jusqu'au Burkina, au Mali ou en Guinée. Donc, quelque part, c'est dommage. Donc, et je veux rebondir sur ce qu'a dit Madame Marie Cossa aussi sur le CDRV. Elle dit qu'il n'y a rien qui est sorti du CDRV. Ben, moi, je vais lui dire encore, je vais rebondir sur quelque chose, je vais lui dire, mais il n'y a rien qui est sorti du Forum de la réconciliation. C'est tout ça qui nous mène aujourd'hui à tout cette gadoue. Parce qu'on ne peut pas parler de CDRV qui s'est fait aujourd'hui en 2011, et puis ne pas parler du Forum de la réconciliation qui n'a rien donné en 2001. C'est tout ça, c'est-à-dire c'est comme une pâte que tu fais qui s'enroule et puis ça part avec les miettes, les feuilles mortes, les feuilles ensanglantées et tout ça. Et puis on va nous dire de faire de ça une belle pâtisserie. Mais il faut arrêter. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas parler de CDRV aujourd'hui, de la conclusion de cela, si on ne parle pas de la conclusion du Forum de la réconciliation de 2001. C'est tout ça où moi je dis nos acteurs, les principaux même acteurs doivent venir en face de nous et régler les choses. Que ce soit le président, comment on appelle, le président Gbagbo qui a fait sa sortie après 9 ans de mutisme, qui a fait sa sortie et qui a dit, qui a même justement montré qu'il n'était pas prêt à se mettre de côté. Donc, je ne vois pas pourquoi on veut que ce soit le président Alassane Ouattara qui se mette de côté. Avant qu'il se mette de côté, déjà même l'aîné ne veut pas se mettre de côté. Avant que tout cela se mette de côté, qu'ils viennent réparer ce qu'ils ont gâté. Ça, c'est ça qu'on leur demande. Et pour réparer cela, il faut aussi, avec des bras de fer, comme je dis, le préalable qui est exigé au président Alassane Ouattara pour dire que sans ça, sans de tous les prisonniers, si on veut même peut-être même qu'on veut sortir toute la maca, je ne sais pas, mais il faut arrêter avec ça. Il faut maintenant que la justice, qu'on fasse confiance aussi à nos institutions, qu'on fasse confiance à notre justice, nos magistrats, à la CEI, au Conseil constitutionnel, qu'on fasse confiance à toutes nos institutions et qu'on applique les choses comme elles doivent s'appliquer. C'est là aussi la démocratie peut être, comme on appelle, ancrée.
On ne peut pas sauter le forum de la réconciliation et puis tomber sur CDRD. Il faut arrêter. Merci. Voilà. Madame Kossa, allez-y avec la question par rapport au thème de vivre ensemble. Alors, vous savez, le thème de vivre ensemble va être un peu difficile si chaque fois qu'on demande à celui qui est en place de poser les jalons pour le vivre ensemble et qui se refait, non, mais moi, si je ne fais pas, c'est parce que hier, ça n'avait pas été fait. Dans ce cadre-là, nous allons continuer le chemin jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire s'établisse tout seul, peut-être avec force et violence, et que le plus fort s'impose. Mais sinon, ce que l'autre n'a pas fait hier, chose pour laquelle on a pris les armes, chose pour laquelle on s'est révolté, si on ne le fait pas aujourd'hui, ça ne sert à rien. Pourquoi avoir pris les armes? Pourquoi avoir demandé une révolution? Pourquoi avoir créé une nouvelle constitution? Il fallait laisser les mêmes en place faire ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, c'est pour dire à Mme Traoré, ne revenez pas toujours en arrière. Ne revenez pas toujours en arrière. Quand on vous dit ceci n'a pas été fait, dites OK, nous prendrons les résolutions pour que, à partir de temps, nous essayons de faire les choses. Sinon, on ne pourra rien faire. Maintenant, pour renforcer le vivre ensemble, la Constitution nous établit le savoir-faire et le savoir-être. Appliquons les articles de la Constitution. Le vivre ensemble n'est rien d'autre qu'une Bible que nous avons et dans lequel on prend chaque chapitre pour dire si tu veux procréer, voilà les conditions. Applique-les et tu vas procréer. Si tu veux détruire, voilà l'article qui va te faire détruire le pays. Donc, la Constitution, par l'éducation civique, permettra à renforcer le vivre ensemble. Mais il faudrait que celui qui a la tête de cet État-là montre l'exemple. Il pose les jalons. Il ne faut pas demander au peuple de faire ce que toi, en tant que responsable politique, tu ne fais pas. Donc, commençons d'abord par le chef d'État qui pose un acte qui puisse permettre aux Ivoiriens de se comprendre, de s'accepter, de s'admirer, et ensuite le peuple va suivre. C'est tout ce que j'ai à dire par rapport à cette question. Madame Do. Alors, le vivre ensemble, c'est un point crucial quand on partage une même superficie de terre. Donc, c'est effectivement très important. J'ai compris dans ce que Mme Kossa et Mme Traoré ont dit qu'effectivement, la réconciliation des Ivoiriens n'était pas la priorité de nos politiques, malgré les belles paroles, parce que donc il y a beaucoup de rapports qui ont été mis sous je ne sais quel fauteuil. Donc, et là, comme ils se tiennent tous par la barbichette, quand on demande des comptes à B, il dit bah non, mais regarde ce que tu as fait toi. Bon, c'est pire qu'une cour de récré. Bon, c'est inquiétant. Et c'est des gens qui sont censés nous diriger. Bon. Moi, j'ai jamais entendu Macron dire parce que Sarkozy n'a pas fait ci, je ne le ferai pas. Bon. Donc, c'est assez inquiétant parce qu'on dirige une nation. On ne dirige pas une équipe de foot, même là encore. Donc, pour vivre ensemble, l'éducation aussi a été mentionnée par Mme Traoré et Mme Kossa, et c'est crucial. C'est par là qu'on doit commencer. Moi, quand je regardais tout ce qui se passait, je discutais avec des amis et on s'est dit, est-ce que cette génération est foutue? Bah, commençons avec les enfants peut-être. On aura plus de chance si on leur inculque des valeurs, si on leur montre l'importance du vivre ensemble, si on apprend à se connaître et à ne pas se méfier de l'autre. Si on peut savoir qu'avoir des idées différentes, c'est possible. Mais aussi, nos élites doivent ne pas nous obliger à choisir entre la peste et le choléra tous les jours, en nous proposant rien à choisir. Donc, pendant que le peuple aussi s'éduque, nos élites aussi doivent s'éduquer. Parce que sinon, quand le peuple finira de s'éduquer et qu'on sera prêt, parce que là, le peuple ivoirien n'a pas encore atteint la maturité, des têtes tomberont et ce sera les têtes des élites. Ça, là, maintenant, ils arrivent à nous diviser, à nous manipuler parce qu'on n'est pas encore éduqués, mais on va s'éduquer, ça prendra le temps qu'il faudra, on va se retrouver, on va se comprendre et là, c'est eux qui vont morfler. Donc, ils ont intérêt à vite s'éduquer eux-mêmes
pendant que nous, on fait notre auto-éducation et pendant qu'on va sillonner les écoles de nos petits frères et leur parler de ce qu'est la Côte d'Ivoire et c'est quoi vivre ensemble, c'est quoi être un citoyen. Donc, et s'ils ne font pas attention, bah, le cas du Soudan est un bel exemple où la société civile s'est révoltée. Et je suis d'accord avec, effectivement, Mme Traoré quand elle disait on n'a pas de société civile digne de ce nom. C'est effectivement ce que je disais, la maturité politique n'a pas été encore forcément atteinte. Donc, on est encore au stade embryonnaire. Mais moi, j'ai foi, ça viendra. Et chacun pourra y participer à son niveau. Moi, c'est les enfants, les enfants qui naissent ou ceux qui vont à l'école qui sont ma priorité. C'est eux qu'on doit aider à comprendre et qu'on bannisse les termes qu'on ne veut plus entendre et essayer de faire quelque chose où on vit ensemble. Moi, je ne sais pas comment les Européens y sont arrivés. Moi, je ne sais même pas le Premier ministre des Pays-Bas de quelle région il vient. Mais tout le monde s'en fout. On peut le critiquer, peu importe sa région. Et les gens naissent ici, ils sont d'Amsterdam, mais ils disent qu'ils viennent de Tilburg, ça ne pose pas de problème. Ils ont eu des problèmes à un moment donné. Donc, essayons de comprendre comment ils en sont arrivés là, sans gommer nos différences, parce que moi, j'aime nos langues et tout ce qu'on a, mais comment on va former cette homogénéité-là? On va tous se retrouver et en débattre et faire quelque chose selon les domaines qu'on maîtrise. Donc, c'est un peu ça. Madame, voilà. Juste une chose, s'il vous plaît. Je peux rebondir 2 secondes. Quand mes consoeurs parlent de société civile, j'ai oublié, enfin, je ne suis pas venue là-dessus, mais il ne faut pas confondre société civile et association humanitaire. Une société civile, même le RHDP a sa société civile. Il y a des sociétés civiles qui sont au RHDP. Ils disent aussi, ils soutiennent aussi le RHDP. Mais quel est le rôle d'une société civile? La société civile est là pour défendre le peuple, alors que le parti est là pour défendre ses militants. Et quand la société civile observe que d'un côté, ça ne va pas, le pouvoir en place, elle se doit de critiquer le pouvoir en place. Quel que soit le pouvoir en place, une société civile se doit d'être équilibriste. Ça veut dire que quand il faut critiquer, on le critique. Et quand il faut admirer, on admire. Ce que Pulchéri Balé a toujours fait. Quand le président Alassane Ouattara pose un acte, Pulchéri Balé, elle a eu le courage de dire que tel acte qui a été posé est satisfaisant. Mais quand ça ne veut pas, elle doit dire non, ça ne va pas. Et quand elle voit que le peuple est acculé, elle a le droit de dire non, allez revendiquer vos droits. Mais elle n'a jamais dit prenez les armes, allez brûler les pneus. Elle a dit résister et déclarer pour vos droits et l'intérêt général. Merci. Voilà. Merci. Pulchéri, désolée, je peux revenir. En fait, je ne parlais pas de Pulchéri parce que Pulchéri, elle a un combat noble et j'ai lu un peu tout ce qu'elle a fait. Pulchéri est une femme droite dans ses bottes qui doit même être libérée. Même c'est sa photo qui est ma photo de profil en ce moment. Donc, elle doit être libérée et elle était droite dans ses bottes. Seulement, la maturité derrière Pulchéri n'existe pas. Elle n'est pas là. Voilà. Il n'y a pas de maturité. Donc, ça manque. Okay. Sa voix ne porte pas. Et c'est ça le problème, en fait. Donc, Pulchéri a été délaissé un peu parce que derrière, le peuple n'est pas assez mûr. C'est ça le problème. Madame Traoré, je vous donne aussi 1 minute par rapport, parce qu'il faut rendre le temps équitable. Voilà, 1 minute aussi. Ouais, je vous donne également 1 minute pour rebondir sur 1 minute. Voilà, vos deux copanélistes sont intervenus. Je vous donne le même nombre de temps. 1 minute, allez-y. Madame Traoré. À qui? À vous, Madame Traoré, voilà. Voilà. C'est à moi? Allô? Oui, Madame Traoré, je vous donne 1 minute avant la dernière question de l'émission. Allez-y, Madame Traoré. D'accord. Donc, moi, je voulais dire à Madame Kossa que je n'indexais pas forcément Madame Pulchéri Balé, hein, mais c'est de dire aussi, comme elle vient de dire aussi Madame Do, il n'y a pas d'éducation, même les femmes qu'on a vu sortir, on ne savait pas si elles étaient
justement, elle revendiquait pourquoi. Elle ne savait même pas pourquoi elle revendiquait elle-même. Donc, tout est un capharnaüm. C'est mélangé, tout est mélangé. Il faut déjà acquérir cette connaissance, ce savoir de dire, on départage les choses. Ok, même si on est adossé, comme vous le dites, elles peuvent être du RHDP ou du FPI et puis être de la société civile, mais il faut vraiment que les choses soient bien et nettes définies. Donc, bref, à ça. Et puis, je reviens sur ce que Mme Do a dit en parlant du peuple d'abord qui doit s'instruire ou bien qui doit être éduqué avant les élites. Et ça, elle a bien raison. Parce que Mme Marie Kossa, elle parle de le chef, les élites d'abord qui doivent montrer l'exemple. Merci. Non, oui, Madame Traoré, vous permettez. Non, je vous ai donné 1 minute, mais en fait, vous abordez là la dernière question de cette émission. Voilà, la dernière question de cette émission, c'est celle que vous êtes en train d'aborder maintenant, parce que nous avons constaté les extrémistes en Côte d'Ivoire. Voilà, aujourd'hui, quand vous parlez de l'un, vous êtes contre l'autre. Quand vous parlez de l'autre, vous êtes contre l'un. Alors, quelle éducation chaque parti devrait donner à ses partisans pour plus d'objectivité que de vénérer un individu? Donc, je vous ai arrêté parce que là, c'est la dernière question de cette émission. C'est pour ça que je vous ai arrêté. Donc, voilà. Alors, je sais que vous avez un peu, mais c'est la dernière question pour cette émission. Donc, Madame Traoré, voilà, allez-y. Je voulais poser cette question pour que vous entamiez, vous l'abordiez. Allez-y, Madame Traoré. Oui. Alors, donc, on va dire chaque parti, si on veut dire, chaque partie devrait peut-être expliquer. Comme moi, j'ai trouvé dommage de voir, comment on appelle l'opposition demander à ses militants de faire de la désobéissance civile, par exemple, sans même indiquer, sans même éduquer cette population-là à ce qu'était vraiment la désobéissance. Là où on a vu tous ces morts, parce que les gens ne savent même pas le sens de la... Comment vous pouvez quelque chose auquel la population n'est même pas éduquée? Ils ne savent pas quoi faire. Désobéissance pour eux, c'était... On dit que les gens sont allés manifester aux mains nues. Mais non, nous, on a vu des gens qui avaient des bois, qui prenaient des cailloux contre les forces de l'ordre. Je suis désolée, ce n'est pas les mains nues. Ça ne s'appelle pas comment on appelle la désobéissance civile ou bien des revendications aux mains nues. Et quand on voit ces personnes-là prendre des tables, des pauvres dames qui vendent tous les matins pour pouvoir nourrir leur famille, brûler ça sur les carrefours, ça ne s'appelle pas de la désobéissance civile pacifique. Donc, il faut aussi éduquer la population à comment revendiquer et pourquoi revendiquer et pourquoi on se met dans ça. On peut revendiquer partout dans le monde, on peut revendiquer. Pourquoi on ne revendiquerait pas des choses, comment on appelle en Côte d'Ivoire? Mais vous dites par exemple une désobéissance civile. Par exemple, que les gens n'aillent pas voter. OK, mais les gens sont allés interdire d'autres de voter et même mis des pneus sur d'autres, ont failli brûler un monsieur. Moi, j'ai cette vidéo-là. Un monsieur qui est du même, on va dire du même village que vouloir brûler ce monsieur-là parce qu'il allait récupérer des cartes d'électeurs pour des électeurs. C'est pas normal. On peut pas introduire quelque chose quand on sait que sa population est naïve. Et puis, en parlant de CNT, en rebondissant pour Marie Kossa, moi, je vais demander à Mme Marie Kossa, est-ce qu'elle sait que si elle fait partie justement de ce CNT-là, que M. Isaac Kofi, qui fait partie du PDCI qui vit en France, a introduit sur Facebook une demande de cagnotte pour pouvoir acheter des armes pour aller détrôner le président Alassane Ouattara. Une vidéo de ça. Donc, elle fait partie de cette CNT dont lui fait partie. C'est-à-dire cette opposition-là, elle cherche quoi? À détruire la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai regardé des séquences où ils sont en train de parler de allez-y dans les zones aéroportuaires, allez-y percer les pneus des vols, allez-y bloquer, comment dire ça, les ports autonomes, allez-y faire ci, allez-y. Mais si vous brûlez la Côte d'Ivoire, vous voulez venir gouverner sur cette Côte d'Ivoire-là, mais il faut enseigner aux gens ce qu'ils doivent faire vraiment. La désobéissance civile, vous restez chez vous, vous ne voulez pas voter, vous restez calmement chez vous, vous vous faites entendre comme ça sur le net comme vous l'avez toujours fait, mais vous n'indexez pas les autres d'étrangers chez eux, et puis vous ne sortez pas pour empêcher d'autres de voter, déjà, et vous ne brûlez pas les biens d'autrui. Tout ça, c'est pas de la, pour moi, c'est carrément de la barbarie, ça n'a rien à voir avec la politique.
Merci Donc, il faut beaucoup. que chacun éduque. Finissez votre pensée. Finissez votre pensée. Non, La question, c'est comment. La question, c'est comment Alors, éduquer les partisans politiques pour plus d'objectifs. Voilà. C'est la question, c'est une question d'éducation. Chacun doit pouvoir éduquer ses partisans, ses militants, ses sympathisants, tout ce qu'on veut. On va dire la population, même pour dire que on se bat pour instaurer la démocratie. On se bat pour le bien commun de tous les Ivoiriens. On ne se bat pas pour un individu. Pour commencer. Chaque militant doit comprendre ça, doit s'éduquer à ça. Quand je vais, pourquoi je milite dans un parti, pourquoi j'adhère à une idéologie, qu'est-ce que celui-là apporte à mon pays, on va dire intérêt général, que ce soit même moi je parle aujourd'hui, même que ce soit même les législatives qui arrivent, que ce soit les municipales qui vont arriver, c'est la même chose. Chaque citoyen, les habitants des communes, les habitants des régions doivent savoir qu'est-ce que ce maire il fait pour la commune. Il ne faut pas que ce soit parce qu'il me donne des billets de banque que j'ai envie de voter pour lui. Ce n'est pas pour un intérêt personnel qu'on vote. On vote un individu qui doit être là pour le bien total d'une population et des habitants. Donc, voilà. Il faut que chaque parti éduque sa population. Et même, je vais dire qu'il faut qu'on éduque la population tout entière à cela, à comprendre cela. Merci beaucoup, Madame Traoré. Je demanderai à la régie d'accorder le même nombre de minutes, voilà, à Madame Kossa et à Madame Do. Madame Marie Kossa, la question que j'ai posée, c'est une question d'éducation. Voilà, si vous voulez que je reprenne la question, je vais y aller. Sinon, voilà, allez-y. Alors, la question, c'est l'éducation des militants au sein des partis pour que la vie politique soit objective. Si je résume, c'est ça. Allez-y, oui. OK. Vous savez, nous avons eu l'indépendance il y a que 50, 60 ans. Nous sommes très loin des pays qui sont démocratiques depuis fort longtemps et où on milite. C'est par idéologie, mais pas par ethnie. Donc, cette étape-là, nous avons encore du chemin à faire. Mais le problème qui se pose aussi à l'Afrique, à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le fait qu'un président de parti, tant qu'il restera président de parti à vie, nous allons connaître toujours ces genres de comportements, c'est-à-dire le militantisme par fanatisme. Donc déjà, chaque parti doit éviter que le président de son parti soit à vie. Bon, vous allez me dire, chacun prône la liberté dans son parti. Mais la deuxième chose, quand Mme Traoré essaie de faire des amalgames entre la désobéissance civile, on a tué, on a fait ça. Mme Traoré, la désobéissance civile s'inscrit dans toute réclamation démocratique. Et pourquoi il y a eu un dérapage en Côte d'Ivoire? Il y a eu un dérapage en Côte d'Ivoire dès l'instant où le parti au pouvoir n'a pas voulu laisser l'opposition s'exprimer. Si vous avez retenu ça, vous avez tout compris. Ils n'ont pas laissé l'opposition s'exprimer. C'est-à-dire, au départ, on avait déposé des demandes de revendication. Nous avons été muselés. Nous avons été étouffés. Et vous savez qu'un ruisseau qui a son nid barré, il déborde sur les côtés. Voilà comment la Côte d'Ivoire a connu aujourd'hui ces débordements. Donc, si dès le départ, on avait laissé l'opposition s'exprimer, on n'en serait pas là. Mais ce n'est pas non plus une raison pour que l'armée de la Côte d'Ivoire s'acharne sur les Ivoiriens de l'opposition. Vous avez vu cet enfant qui a été décapité? Si on avait laissé l'armée, si on avait laissé les opposants réclamer, revendiquer leurs droits avec l'encadrement des marches, on n'en serait pas là. Donc, pour que nous éduquions les militants, il faut d'abord que nous-mêmes, qui sommes soi-disant les élites, nous sachions faire la politique. Quand nous aurons su faire la politique, nous allons pouvoir mieux éduquer nos militants. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, vous savez que 80%
des militants sont des analphabètes. Ils ne sont pas instruits. Donc, ce sont les élites qui vont vers ces populations. Ce sont eux qui donnent les démarches. Donc, d'abord, les élites doivent s'éduquer et ensuite éduquer leurs militants. Mais il faudrait que dans ce pays, on laisse l'opposition s'exprimer. On laisse l'opposition revendiquer avec les militaires qui encadrent les marches pour éviter les débordements que nous sommes en train de voir aujourd'hui dans ce pays. C'est ce que moi je pourrais dire aujourd'hui par rapport à l'éducation des militants. Il faut laisser l'opposition s'exprimer. Madame Do, allez-y, c'est la dernière intervention. Et puis, c'est avec l'accord de la régie que j'ai pu obtenir juste quelques minutes de plus. Madame Do, dernière intervention et après nous allons boucler. Allez-y, Madame Do. Alors, comment éduquer les militants? C'est effectivement une responsabilité des partis, puisque c'est eux qui ont leurs militants en charge. Mais ce qu'on constate, c'est que dû à l'immaturité politique des Ivoiriens en général, l'adhésion se fait sur des bases qui sont tout sauf... Il n'y a qu'à voir les cyberactivistes qui réclamaient leur dû après l'élection du président Alassane Ouattara. C'était assez pathétique. Bon, donc déjà, je me dis, il y a un problème. Si on adhère, moi, si j'adhère à la politique de M. Alassane Ouattara, ce sera pour ses idées, et s'il ne me paie pas, c'est pas grave, puisque c'est pour l'intérêt général. Mais là, quand on s'étale sur la toile, et c'est aussi pareil pour les autres camps. Donc, en fait, on y va pour espérer s'enrichir, ou pour... Donc, on doit assainir la politique. Donc, nos politiques doivent être justes et penser à assainir leur milieu, là, parce que l'argent qui y règne et qui va de main en main attire la jeunesse. Et je peux les comprendre. Les gens ont faim. C'est normal qu'ils y aillent. Qui ne ferait pas ça s'il avait... quand on a faim, on met souvent sa dignité au placard. Donc, les gens ont faim. Donc, il faut qu'on essaie de les attirer par autre chose que de l'argent. Qu'on puisse comprendre les idées. Quand on voit des personnes qui insultaient le président Alassane Ouattara, mais qui vraiment l'insultaient de façon vulgaire et qui sont aujourd'hui dans son camp et qui se baladent comme des princes, c'est assez inquiétant parce qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient et ils sont promus comme des modèles. Donc, nos partis ne donnent pas l'exemple. Nos politiciens ne donnent pas l'exemple et c'est eux qui, effectivement, doivent essayer d'éduquer leurs militants. Mais comment les éduquer? Moi, je pense que si le militant n'est pas arrivé à acquérir cette éducation politique à l'école ou ailleurs, s'il arrive dans le parti, il va toujours se faire, comment dire, j'aime pas ce terme endoctriné là parce que je trouve ça un peu suffisant comme terme, mais il va se faire embobiner, on va dire, par des gens qui sont peut-être intellectuellement supérieurs à lui. Et il va juste suivre des gens sans savoir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que nos politiques peuvent faire? C'est une volonté d'intégrer peut-être, pourquoi pas, la philosophie déjà en 6e. Ça se fait aux Pays-Bas. Ça apprend aux enfants à discuter des différentes idéologies et voir comment ils se positionnent, eux, en tant qu'êtres humains. Déjà, ça va aider à se forger une opinion politique et apprendre à... Quand on adhère à un parti, on lit. Quand on adhère à une religion, on lit les textes. Est-ce que ça me convient? Quand on adhère à quelque chose, on essaie de comprendre pourquoi on y adhère. Et quand on y adhère, ce qu'on apprend aux enfants ici, c'est qu'on n'est forcément pas d'accord avec l'autre. Mais ce n'est pas bien grave. On ne peut pas être d'accord avec l'autre parce que nos idéologies sont déjà différentes. Donc, quand on part de là, on ne peut plus se battre. Ça ne sert à rien que moi je dise... qu'un athée dise Jésus n'existe pas et qu'on se dispute parce que c'est clair, ça ne sert à rien. On a une idéologie opposée. Donc, quand on se base sur l'idéologie, il y aura le respect et on pourra ne pas être d'accord, mais regarder l'intérêt commun. Et que nos partis apprennent aussi aux militants à dépasser la rancœur. Parce que tout le monde a vécu des choses. Si on veut en parler, on ne s'en sortira pas. Mais regardons l'intérêt. On essaie de dépasser ça pour dire c'est arrivé parce qu'il y avait ça, mais comment on fait pour continuer? Mais si on commence à toujours sortir de nos bézasses, nos peines, nos rancœurs, ce qu'on a vécu, il y aura toujours quelqu'un qui aura vécu pire. On ne va pas s'en sortir. Et
Pourtant, on est condamné à vivre ensemble, on est condamné à manger notre aloco ensemble. On fait comment? Donc, qui pense à nous, qui pense à éduquer donc les militants? Mais moi, ce que je crains, c'est que ce n'est pas leur programme, cette éducation-là. Ils ne la feront pas parce que ça les arrange de nous voir ainsi. Parce que un peuple uni, là, pour eux, ce n'est pas une bonne chose. Si on est unis, bah, quand le prix du pain augmentera, on sortira tous ensemble. Et là, ils ne veulent pas ça. Donc, c'est au peuple aussi d'un peu s'organiser et toutes les forces se rejoindre et faire quelque chose pour vraiment éduquer la population. Moi, quand j'ai vu le Soudan, quand il y a eu la révolution, j'ai parlé avec des Soudanais que j'ai interviewés, mais la conscience politique des Soudanais m'a frappée. C'était vraiment à un point, c'était pour des idées. Donc, j'espère que mon pays arrivera aussi à là, mais je ne compte pas vraiment sur les politiciens pour nous éduquer parce que nos divisions les arrangent assez bien. Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cette émission. J'avais avec moi aujourd'hui en direct via Skype sur notre page officielle Facebook, Madame Manif Traoré, sympathisante RHTP depuis la Suisse, Madame Marie Kossa, membre fondatrice du mouvement politique Le Verger de la démocratie, également depuis la Suisse, et Madame Gisèle Do, citoyenne américaine, citoyenne ivoirienne. Bon. Madame Do, Madame Do, je pense que vous allez venir ici aux États-Unis. Je n'arrête pas de dire citoyenne américaine. Citoyenne ivoirienne qui vit en Hollande. Mesdames, au nom de la direction d'Ivoire TV et à mon nom personnel, je voudrais vous remercier. Merci pour votre temps. Et puis, pourquoi pas, je demanderai à la direction de la programmation de vous recontacter pour que nous ayons encore d'autres émissions à venir. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Voilà. Et puis, bien sûr, que nous prenons contact. Merci à nos auditeurs. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà. Merci effectivement. Et continuez de suivre Ivoire TV. Bonsoir, c'était Germain Kwasi depuis New York, depuis les États-Unis. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait à plusieurs reprises ce lapsus lingué. Quand je parlais de mes invités, je disais citoyenne américaine, au lieu de dire citoyenne ivoirienne. Autant pour moi, je m'en excuse. Voilà, merci, bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi depuis New York. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci à vous. Voilà. TV, Ivoire TV.